David Chapira, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin avec nous. Nous vous présentons d'emblée ici à Studio Qualita nos condoléances pour le décès de votre père Robert Spira. Robert Spira, c'était une grande figure, on peut le dire, une figure, on va dire, massive, dominante dans la communauté juive francophone, en particulier à Jérusalem. C'était un de ces porteurs de la mémoire de la Shoah que l'on ne peut pas ne pas remarquer, qui s'imposait et qui savait parler, qui savait transmettre ce message de la Shoah. Vous êtes donc, il a été inhumé hier à Jérusalem. Comment résumer la personnalité de votre père? Écoutez, c'est une personnalité multiple parce qu'il y a eu, il a eu une longue vie. Il est décédé à 80 ans et il a commencé d'abord, je dirais, son enfance dans une famille décimée par la guerre, puisque son père a été arrêté lorsqu'il avait 5 ans, et il s'en rappelait très très bien, en 1943. Il est donc né en 1938. Sa famille, tout d'abord, avait, pendant la rafle du Veldiv, avait dû franchir la ligne de démarcation de façon illégale, s'était réfugié dans un village près de Châteauroux. Et comme je vous l'ai dit, son père avait été dénoncé, arrêté, et la famille a dû de nouveau s'enfuir dans des conditions extrêmes, terribles, dans le froid, la nuit, en hiver, et a passé la frontière vers la Suisse. Et lorsqu'ils sont revenus, c'était une période de reconstruction où il manquait de tout, puisque vous avez la plupart des Juifs qui ont quitté leurs habitations, n'ont pas pu revenir. Il a fallu tout reconstruire. À l'époque, le pays, la France, était dans une situation économique dramatique, et il a eu une enfance difficile, sans père, qu'il a attendu jusqu'en 1951. Donc on peut s'imaginer l'ambiance. Il y avait à cette époque-là une personne qui avait témoigné que mon grand-père, donc, son père, avait été vu vivant quelques semaines avant la libération du camp d'Auschwitz, qui était totalement faux en fin de compte, mais l'attente a été longue, douloureuse et sans aboutissement. Et mon père a commencé sa propre construction sans trop aller à l'école. Vous savez, c'est une époque absolument incroyable. Il a commencé une carrière on pourrait appeler ça brocanteur, c'est-à-dire qu'il a commencé par terre, quasiment par terre, avec une couverture, en vendant des bricoles petit à petit. Il a appris ce qu'on appelle le métier de brocanteur, antiquaire, et a reconstruit une famille, a reconstruit sa propre famille, avec, je me rappelle, mais je crois que c'est typique de tout ce monde ashkénaze qui a été décimé, des repas de fête où le silence était éloquent, où des sujets étaient tabous, étaient interdits. On ne devait pas parler des parents, puisque ma mère aussi a eu son père qui a été déporté et assassiné à Auschwitz. Donc c'était des familles qui étaient des familles brisées, des familles où, encore une fois, le silence était très très lourd. Et alors, quand est-ce qu'il a commencé vraiment à parler? Quand est-ce qu'il s'est engagé? Et il faut le souligner d'une certaine manière, il était, si je ne m'abuse, le représentant de l'association des filles et fils de déportés, l'association de Serge Khalfer. Il était le représentant en Israël. Quand est-ce qu'il a commencé à parler? Écoutez, l'identité juive était toujours présente à la maison. C'est-à-dire, pendant la guerre de 67, mon père m'a dit qu'il avait accouru à l'ambassade d'Israël pour s'engager aux côtés de l'armée d'Israël, mais comme vous savez, la guerre était trop courte pour qu'on puisse engager. Il n'y avait pas besoin, en fin de compte. En 73, je me rappelle très bien que mon père était collé, pendant la guerre de Kippour, était collé à la radio, était blême. Et je crois que il a, dans les années, c'est-à-dire à l'âge de 55-56 ans, il a réalisé que il avait déjà réussi ou terminé sa carrière en France. Il est venu s'installer en Israël. Et c'est dans les années, je dirais dans les années 90, qu'il a commencé à revenir sur cette période-là et à essayer de comprendre ce qui s'était passé, alors de façon très très bizarre, avec un sentiment très fort de culpabilité, parce que
il a commencé à s'imaginer qu'il aurait pu éviter l'arrestation de son père en lui disant ne monte pas dans le camion et reste avec nous, ce qui était évidemment tout à fait illusoire. Mais il a commencé donc vers l'âge de 60 ans à se réintéresser, je veux dire, ou à se plonger, ou à trouver le temps pour comprendre ce qui s'était passé et à dévorer des livres d'histoire et aussi parallèlement faire visiter le musée de Yad Vashem de façon tout à fait évidemment bénévole aux touristes qu'il croisait, qu'on lui amenait, et il a commencé par cela, et puis le temps a fait, il a pris contact avec, ou je sais plus très bien comment ça s'est passé, en tout cas Serge Klagsfeld et lui ont pris contact pour refaire le lieu de mémoire Roglit. Oui. Roglit qui est consacré, dédié le monument à la mémoire des victimes françaises, juives françaises de la Shoah. Juifs en France, d'ailleurs pas seulement françaises, mais juifs en France ou françaises, qui ont été déportés donc de France, et le site tombait un petit peu en ruine, et donc il s'est mis aussi à s'investir là-dedans. Il n'était pas institutionnel, il ne faisait pas partie de l'institution, sauf des enfants cachés à Loumim. Mais il s'est donc. Mais c'était très présent. Je peux en témoigner. Lorsque l'on parlait avec lui, on parlait souvent de la Shoah. Oui, parce qu'il était en fait, pour ne rien vous cacher, il était très inquiet du fait que la nouvelle génération perde un peu la mémoire, je veux dire, la mémoire et les connaissances. Vous savez, il était assez suspicieux envers les technologies modernes et l'informatique. C'est vrai qu'il disait que plus on a accès à la connaissance et moins on sait et plus on est ignorant. Et malheureusement, ce sont des choses qu'on remarque. Tout le monde a une possibilité d'arriver à la connaissance très facilement, mais cette facilité des fois accélère l'ignorance, et il était horrifié des fois de voir que des gens extrêmement intelligents et médecins et très qualifiés dans certains domaines ne sachent rien sur la Shoah, et horrifié de savoir que cette chose-là puisse se revenir. Il était très 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 porté là-dessus. Il me disait que c'était un domaine où il y a encore tellement de choses à découvrir, et des fois il m'appelait très tôt le matin pour me dire: est-ce que tu sais qu'à Vichy il s'est passé ça, qu'ils ont fait ça, etc. Et je dois dire aussi qu'il était très très en colère contre une nouvelle tendance que certains historiens, dont Alain Michel, dont Éric Zemmour, qui n'est pas historien, dont la dernière déclaration de Macron sur le maréchal Pétain en tant que grand soldat de la Première Guerre mondiale, il était horrifié d'une tendance à vouloir réhabiliter le maréchal Pétain et le régime de Vichy, il faut le dire. Il était très très en colère et il ne pouvait supporter cela. Et c'est vrai que c'est une tendance qui commence maintenant à émerger et qu'il faut absolument, je crois, arrêter et dénoncer. Et certains historiens le font, à vouloir réhabiliter Vichy et Pétain, qui auraient voulu sauver des juifs français, cette fois-ci de nationalité française, au détriment des juifs étrangers. Je crois qu'il faut être très très vigilant et bien lire l'histoire, écrite par Paxton et d'autres historiens, qui montrent que Vichy a initié des mesures que les Allemands n'avaient pas demandées. Ça, il faut être vraiment extrêmement vigilant là-dessus. Eh bien, David Shapira, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui au lendemain des obsèques de votre père, Robert Spira, Zichrono Livracha, d'avoir parlé de sa personnalité, on va dire hors du commun, de porteur de cette mémoire de la Shoah, entre autres. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et nos condoléances. Merci de m'étonner. Voilà, sans transition, nous allons passer un petit peu de musique en attendant d'être avec David Chouchna. Et avec David Chouchna, nous allons parler du décès d'une autre figure dans la communauté francophone de Jérusalem cette semaine. C'est le Rabbi Yehuda Naori, le Rabbi Léon Naori, qui est décédé cette semaine. Nous allons parler avec lui, avec David Chouchana, de son oncle, et c'est lui qui nous livrera le mot de la paracha de cette semaine, la paracha de Miketz, qui est le Shabbat également de Hanouka et de Rosh Chodesh cette semaine.